Cette Bizarre de... conférence va maintenant être enregistrée. Oui, merci. Merci. Alors en plus, en voiture, en arrivant à Montpellier, je me dis, j'ai oublié mon cours. Ça m'arrive parfois. Ça m'arrive pas, J'ai pas oublié le cours principal sur Ricoeur que je voulais faire aujourd'hui, mais on n'avait pas terminé le cours précédent. Vous vous rappelez? Si, je crois qu'on n'avait pas fait Lévinas. Un peu Lévinas, on n'avait pas fait Derrida en tout cas, il me semble. Il me semble qu'on n'avait pas vraiment terminé. Et j'avais dit aussi que je vous donnerais une page que je vous avais pas donnée. Donc ça, c'est une page. Ah, je vous l'ai donné. Moi, je débloque complètement. Ah, excusez. Ah, ah oui, vous trouvez? je, je vous protège par mon âge. Je suis en avance dans la décrépitude. Bon. Ah oui, donc vous pensez qu'on a fait Derrida? Non, par contre, non. Non, d'accord. On a fait Lévinas et D'accord, ok. Ok, donc on a fait Jankélévitch, oui. on a fait Lévinas, Derrida. Ah, merci beaucoup. Parfait. Le Derrida? Mais tu étais là, donc tu l'as eu comme tout le monde, non? Oui, ah, mais tu l'as oublié, d'accord. Si quelqu'un l'a oublié, j'en ai d'autres, du coup. Oui, vous l'avez. Donc Derrida est rentré sur dans ce thème du pardon de plusieurs manières. En fait, il avait déjà travaillé sur le don de plusieurs manières, sur donner le temps, donner la mort. Et en plus, c'était vraiment le lieu de son, je dirais, une sorte de déconstruction du christianisme et du judaïsme, pas du judéo-christianisme, c'est un mot tellement fourre-tout qu'il faut pas faire attention quand on emploie ce mot-là, parce que c'est un trait d'union par-dessus des abîmes de décalage de toutes sortes, mais il est un petit peu, il est proche en ce sens-là de Jean-Luc Nancy. Jean-Luc Nancy est quelqu'un aussi qui a publié dans un philosophe de la même école, on va dire, qui vient de la phénoménologie et qui va vers la déconstruction, et qui a beaucoup travaillé sur la déconstruction du christianisme. Jean-Luc Nancy étant lui-même, dans sa jeunesse, un catholique très, très convaincu et très militant, et qui est devenu agnostique, mais qui, dans la philosophie française, n'a cessé de dire on ne connaît plus rien et on ne comprend plus rien au christianisme, et tant qu'on ne s'expliquera pas profondément avec le christianisme, on sera en quelque sorte complètement déconnecté de nous-mêmes. On est comme notre culture, même notre culture philosophique est une culture philosophique qui a en quelque sorte, qui s'est amputée de son propre passé et qui du coup ne se comprend même plus elle-même. Voilà ce que dit Jean-Luc Nancy. Derrida, il fait un petit peu le même genre de choses dans pas mal de textes. C'est pour ça qu'il a été très, très reçu dans les facultés de théologie. C'est aussi parce que, et c'est pour ça que je l'ai mis là, c'est quelqu'un qui souvent a des positions qui sont des positions très proches des figures les plus, on va dire, radicales, inconditionnelles, justement de l'altérité, altérité de Dieu, altérité de l'autre, etc. Enfin, des choses qui pour nous, je vous l'ai dit la dernière fois, qui ressemblent un tout petit peu à du barthisme, quelque chose qu'on connaît bien, ou des choses qu'on trouve chez Dostoïevski, etc. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est en quelque sorte vraiment très proche de Lévinas et de Jankélévitch de ce point de vue-là. Donc il a fait un séminaire dans les années 90 à l'école des hautes études en sciences sociales, à l'EHESS, sur le thème du pardon et du repentir. Et ça a été publié sous le titre Pardonner, l'impardonnable et l'imprescriptible. Il y a aussi un texte en débat avec la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud, qui a été publié donc, dans un volume intitulé Vérité, Réconciliation, Réparation. Mais le texte principal, c'est un texte intitulé Le siècle et le pardon, qui a été repris dans ce petit volume dont je vous ai extrait la page que je vous ai donnée la dernière fois,
Oui, maintenant je me rappelle que je vous avais dit, ça serait bien si vous aviez le temps de lire ça. En effet. Donc, bon, pour comprendre le pardon, la théorie radicale du pardon, il faut comprendre qu'il y a une théorie radicale du don qui est, quand je dis radicale, c'est au sens le véritable don. On va d'ailleurs en parler demain matin pour ceux qui sont dans l'autre séminaire de philosophie, d'anthropologie philosophique. Le véritable don, c'est un don dans lequel celui qui donne oublie qu'il donne et ce qu'il donne, et celui qui reçoit oublie ce qu'il a reçu et de qui il l'a reçu. Et donc c'est un don oublieux. Sinon, ce n'est pas un don. Sinon, il y a forcément toujours un reste de calcul, on va dire. Et donc, dès qu'il y a calcul, c'est plus un don. Ça rentre dans un échange. Donc, le don, il est incognito, en ce sens-là qu'il est très christique, on va dire, hein, au sens, en tout cas, évangélique, en tout cas. Bon. Et donc, on est aussi assez proche de. Alors, paradoxalement, ça, on le sait moins du côté chrétien, aujourd'hui, en tout cas, mais tout le Moyen-Âge le savait, on est aussi très proche de Sénèque. Sénèque disait la même chose pour le don. Une vraie générosité, c'est une générosité qui oublie qu'elle a donné. Et qui ne va pas tout le temps rappeler à l'autre qu'elle lui a donné quelque chose. Voilà. Alors, il y a plusieurs thèmes. Premier thème, justement, la confusion entre le pardon et la justice. Et justement, on a Derrida en fait relève le thème de Yankelevitch, hein, que le pardon va avec est imprescriptible, va avec une justice. Enfin, et là, lui, donc, il trouve qu'on a une conception trop juridique en quelque sorte du pardon. Une conception dans laquelle le pardon a à voir avec la punition. C'est encore une forme de punition. C'est encore une forme de. Et donc pour lui, l'imprescriptible, c'est pas l'impardonnable. Et on peut maintenir l'imprescriptibilité d'un crime, ne mettre aucune limite à la durée d'une inculpation, hein, tout en pardonnant le coupable. Et à l'inverse, on peut acquitter ou suspendre le jugement et pourtant refuser le pardon. Mais il ne faut pas confondre, ce sont deux scènes différentes. Donc ça, c'est un petit peu un débat avec Yankelevitch. Et il dit cette limite de l'ordre judiciaire que le pouvoir de pardonner établit ou transgresse apparaît dans la scène qu'il raconte là. Toutou raconte un jour qu'une femme noire vient témoigner devant la commission. Son mari avait été assassiné par des policiers tortionnaires. Elle parle dans sa langue, une des 11 langues officiellement reconnues par la Constitution. Toutou l'interprète et la traduit à peu près ainsi, dans son idiome chrétien, anglo-anglican. Une commission ou un gouvernement ne peuvent pas pardonner. Moi seul, éventuellement, pourrais le faire et je ne suis pas prête à pardonner. Vous voyez, donc c'est cette femme noire qui vient, par son témoignage, atteste, je dirais, de l'irréductibilité de la scène du pardon à la scène de la justice. Deuxième thème, le thème le rapprochement entre le droit de punir et le droit de gracier comme un droit souverain. D'accord ? Il y a l'idée que le droit de punir ou de gracier, c'est ce que j'essaie de penser comme la pureté d'un pardon digne de ce don, ce serait un pardon sans pouvoir, inconditionnel mais sans souveraineté. Comment penser un pardon qui ne serait pas, je dirais, le pardon condescendant de celui qui a le pouvoir de punir, qui a le pouvoir de tuer éventuellement, qui est une sorte de droit de grâce, un droit absolument souverain. Donc voilà, il faudrait pouvoir penser un pardon sans condition, mais sans pouvoir. Justement, troisième thème, le pardon qui intéresse Derrida, c'est un pardon, c'est pas un pardon conditionnel. Rappelez-vous que Yankelevitch avait des conditions, il faut demander pardon, il faut, etc., il faut un certain nombre de conditions. Derrida, non, il y a une confusion là encore entre
l'idée du pardon inconditionnel, gracieux, hein, je le cite, infini, anéconomique, dit-il, qui est accordé au coupable en tant que coupable, sans contrepartie, même à qui ne se repent pas ou qui ne demande pas pardon. Et puis d'autre part, un pardon conditionnel, proportionné à la reconnaissance de la faute, au repentir, et à la transformation du pécheur, qui demande alors explicitement le pardon, et qui dès lors n'est plus de part en part le coupable, mais déjà un autre. C'est vrai que quelqu'un qui a demandé pardon, il est déjà autre que celui qu'il était avant de demander pardon. Il y a une sorte d'altération par le pardon altère les identités. Et il dit ces deux pôles, l'inconditionnel et le conditionnel, sont absolument hétérogènes et ils sont irréductibles. Mais si on parle vraiment du pardon, c'est le pardon inconditionnel pour lui. Et il faut pas. Et d'où son affirmation centrale de ce petit texte, le siècle du pardon. Je prendrai alors le risque de cette proposition. Chaque fois que le pardon est au service d'une finalité, fût-elle noble et spirituelle, rachat, rédemption, réconciliation, salut, chaque fois qu'il tend à rétablir une normalité sociale, nationale, politique, psychologique, par un travail du deuil, par quelques thérapies ou écologie de la mémoire, alors le pardon n'est pas pur, ni son concept. Le pardon n'est et ne devrait être ni normal, ni normatif, ni normalisant. Il devrait rester exceptionnel. Donc c'est pas cette page-là. Il devrait rester exceptionnel et extraordinaire, à l'épreuve de l'impossible, comme s'il interrompait le cours ordinaire de la temporalité historique. Oui, ça c'est le passage central, on va dire, de ce texte. Il faut, me semble-t-il, partir du fait que oui, il y a de l'impardonnable. N'est-ce pas en vérité la seule chose à pardonner, la seule chose qu'appelle le pardon? Parce que sinon, c'est des excuses, c'est autre chose. Mais s'il y a pardon, c'est de l'impardonnable. Si l'on était prêt à pardonner que ce qui paraît pardonnable, ce que l'Église appelle le péché véniel, alors l'idée même de pardon s'évanouirait. S'il y a quelque chose à pardonner, ce serait ce qu'en langage religieux on appelle le péché mortel, le pire, le crime ou le tort impardonnable. Bon, c'est un peu catholique comme distinction, péché véniel, péché mortel. Mais... Non, mais l'idée c'est que c'est les torts irréparables. En gros, il y a mal lorsqu'il y a des torts irréparables exercés à l'égard d'autrui. Voilà, c'est quand même ça l'essentiel, le tort irréparable exercé sur autrui. Mais alors on a un paradoxe, d'où la pourrie qu'on peut décrire dans sa formalité sèche et implacable, sans merci, le pardon pardonne seulement l'impardonnable. Alors là, on est vraiment typiquement dans le style de Derrida, mais c'était déjà un peu le style de Lévinas. C'est formuler, chercher des limites, chercher des paradoxes qui disent la limite. Bon. Et c'est ça que les théologiens, ils aiment bien. Moi, c'est ça qui m'agace un peu, parce que je trouve qu'à la fin, on ne sait plus. D'un point de vue purement moral, c'est pour ça que j'ai voulu distinguer les trois registres. Le registre du pardon inconditionnel, qui a son sens, bien sûr, et qui a à beaucoup d'égards. Le pardon conditionnel, par moral, qui a des conditions, et sinon il ne marche pas, simplement, ça ne marche pas. Et puis le pardon, ce que j'appelais le pardon nécessaire, le pardon anthropologique, dont on a toujours besoin. Mais là, voilà, c'est pour ça que c'est une figure pour moi du pardon inconditionnel. Le pardon doit s'annoncer comme l'impossible. Il ne peut être possible qu'à faire l'impossible. Donc en gros, il n'est pas possible. Simplement, comme il dit, il y a des pardons. Et ça arrive. Il y a. Et c'est pas possible. Normalement, c'est pas possible. C'est pas prévisible, c'est pas prévu, mais ça arrive. Voilà. Et ça arrive face à de l'impardonnable. Imaginez, parce que sinon il trouve que le pardon conditionnel c'est trop facile pour lui. Il trouve que c'est trop facile. Imaginez donc que je pardonne à la condition que le coupable se repente, s'amende, demande pardon, et que dès lors il ne soit plus tout à fait le même que celui qui s'est rendu coupable. Dans ce cas, peut-on encore parler d'un pardon? Ce serait trop facile des deux côtés. On pardonnerait un autre que le coupable même. Pour qui le pardon ne faut-il pas au contraire pardonner et la faute et le coupable en tant que tel, là où l'un et l'autre demeurent aussi irréversiblement que le mal, comme le mal même, et serait encore capable de se répéter impardonnablement, sans transformation, sans amélioration, sans repentir ni promesse. Ne doit-on pas maintenir qu'un pardon digne de ce nom, s'il n'y en a jamais, doit pardonner l'impardonnable et sans condition? On n'est pas très très loin non plus là de l'amour des ennemis, hein,
Que faites-vous d'extraordinaire sinon? Sinon, bah, bien sûr, s'il y a des conditions, c'est ordinaire. On revient dans le cadre d'un pardon ordinaire. Et il continue en écrivant, là on est toujours à la page... Ah mais là, on est page 114, on est dans la page... Dans Oui. ce que vous nous avez Oui, donné. là on est dans ce que je vous ai donné. Voilà, c'est pour ça que je vous ai donné cette page, parce que vous savez qu'elle est importante. Même si cette pureté radicale peut paraître excessive, hyperbolique, folle, car si je dis comme je le pense que le pardon est fou et qu'il va rester une folie de l'impossible, ce n'est certainement pas pour l'exclure ou le disqualifier, il est peut-être même la seule chose qui arrive. C'est très fort comme phrase. Le pardon est la seule chose qui arrive, qui surprenne, comme une révolution, le cours ordinaire de l'histoire, de la politique et du droit. Car cela veut dire qu'il demeure hétérogène à l'ordre du politique ou du juridique, tels qu'on les entend ordinairement. On ne pourra jamais, en ce sens ordinaire des mots, fonder une politique ou un droit sur le pardon. Là, il est d'accord avec Hannah Arendt, il est d'accord même avec Ricoeur. En fait. Ils disent beaucoup d'entre eux disent la même chose. Dans toutes les scènes géopolitiques dont nous parlions, on abuse donc le plus souvent du mot pardon, car il s'agit toujours de négociations plus ou moins avouées, de transactions calculées, de conditions et, comme dirait Kant, d'impératifs hypothétiques. Kant distingue, vous savez, les impératifs hypothétiques et les impératifs catégoriques. Catégorique, ça veut dire inconditionnel. Kant, de ce point de vue-là, c'est un penseur d'une éthique inconditionnelle. C'est en ce sens-là qu'il est très, 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 très proche, justement, de l'évangile le plus radical. On sous-estime dans la morale kantienne le côté agapé, c'est-à-dire inconditionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va pas chercher le pourquoi et le comment. Ça veut dire aussi qu'on va pas calculer les conséquences. Je donne de l'argent à quelqu'un qui tend la main, je dis pas ah oui mais il va aller boire un verre. Non, je pense pas aux conséquences. L'agapé ne pense pas aux conséquences. L'agapé ne pense pas aux causalités. L'agapé, elle est immédiate. Elle est au présent. C'est tout. Vous voyez, l'éthique de Kant est très proche de ça, en fait. Donc, dans tout ce texte, ce que cherche à faire Derrida, c'est à distinguer deux types de pardon. Un pardon conditionnel, mais aussi, je dirais, stratégique, qui rentre dans des échanges, dans des négociations entre des présents par rapport au passé, de communautés par rapport à d'autres communautés, oui, des transactions, bon, calculées, comme il dit, avec des conditions. Et puis le pardon, le véritable pardon, qui est le pardon inconditionnel, et qui n'est pas politique, qui n'est pas justement, il faut que ce soit un pardon sans pouvoir. Sans pouvoir. Il ne peut pas s'instituer politiquement, il ne peut pas être mis dans des règles juridiques, etc., etc. Un peu plus loin, 3 pages plus loin, il va encore dire un truc encore plus, pour rendre le pardon encore un plus impossible. Il dit, peut-il y avoir de part et d'autre une scène de pardon sans un langage partagé? Et c'est là une autre forme de la même aporie, quand le victime et le coupable ne partagent aucun langage, que rien de commun et d'universel ne leur permet de s'entendre, le pardon semble privé de sens. On a bien affaire à cette impardonnable absolue, à cette impossibilité de pardonner. Pour pardonner, il faut d'une part s'entendre des deux côtés sur la nature de la faute, savoir qui est coupable, de quel mal, envers qui, etc. Chose déjà très improbable. Parce que pour pardonner, il faudrait déjà qu'on soit d'accord sur les termes. En même temps, il faut en effet que l'altérité, l'incompréhension reste irréductible. Le pardon est donc fou, il doit s'enfoncer, mais lucidement, dans la nuit de l'inintelligible. On se comprend. Voilà, le pardon, il est au-delà de la compréhension. C'est pas un accord, quoi. Et puis alors un autre thème, un dernier thème que l'on voit dans ce texte apparaître, hein, c'est le thème polémique à l'égard de ce qu'il appelle les géopolitiques, la géopolitique du pardon. Polémique contre une culture religieuse qui se prétend universelle et contre une sécularité. Donc il attaque les deux côtés, on va dire. Il attaque très particulièrement, je pense, un certain catholicisme, enfin un christianisme en général, hein, qui pratique le pardon stratégiquement, ce qui est aussi le cas d'ailleurs
d'une certaine manière en Afrique du Sud. Desmond Tutu, hein, voilà. Donc, quand il a affaire à cette vieille femme qui lui dit mais non, mais personne ne peut pardonner à ma place, c'est tout, c'est tout. Taisez-vous. Vous pouvez pas. Il n'y a pas d'église, il n'y a pas d'institution du pardon, qu'elle soit ecclésiale. Ça, c'est un énorme problème pour l'Église catholique. Moi, j'étais avant-hier à la leçon d'ouverture du Centre Maguelone, leçon qui avait été faite par Véronique Margron, qui est l'ancienne doyenne d'Angers, de la faculté catho d'Angers, qui est maintenant avec beaucoup de choses. Et elle vient de faire un livre sur les abus sexuels dans l'Église, là. Et en écoutant, je me disais, il y a un énorme problème parce que l'Église catholique a le sacrement du pardon. Or, le sacrement du pardon, ça a été le lieu du viol par excellence. C'est extraordinaire quand même. Elle nous l'a redit, c'est ça. C'est une grande partie, c'est dans le sacre, c'est le sacrement lui-même, c'est pas juste une blague. C'est le sacrement qui a été l'occasion, et plus que l'occasion, la justification. Le rôle endossé par le personnage, c'est un rôle de celui qui a le pouvoir de pardonner, donc d'effacer toutes ses fautes. C'est incroyable comme situation, quoi. Et voilà. Donc il y a ça, mais il va plus loin, Derrida, il dit donc non seulement donc une culture religieuse, mais aussi une sécularisation qui maintient cette tradition en prétendant s'y soustraire. C'est très piquant. D'ici énigmatique, je le lis, hein, c'est page 104 de ce petit volume, 104, 106, 107, 108, c'est juste avant ça. Si énigmatique que reste le concept de pardon, il se trouve que la scène, la figure, le langage qu'on tente d'y ajuster appartiennent à un héritage religieux, disons abrahamique, pour y rassembler le judaïsme, le christianisme et des islams. Cette tradition complexe et différenciée, voire conflictuelle, est à la fois singulière et en voie d'universalisation à travers ce que met en œuvre ou met au jour un certain théâtre du pardon. Et donc c'est là qu'il parle des géopolitiques du pardon et d'une christianisation qui n'a plus besoin d'église chrétienne. En fait, la christianisation par la géopolitique du pardon, la christianisation n'a même plus besoin d'église, elle continue, elle se fait, voilà, les chefs d'État qui pratiquent les politiques de repentir, les politiques de pardon. Elle n'a plus besoin d'église chrétienne, elle n'a même plus besoin de Dieu, puisque précisément le christianisme a été la religion de l'amour de Dieu. Et donc il écrit, il faudrait donc interroger de ce point de vue ce qu'on appelle la mondialisation, et ce que je propose d'ailleurs de nous surnommer la mondialatinisation, pour prendre en compte l'effet de christianité romaine qui surdétermine aujourd'hui tout le langage du droit et de la politique. C'est intéressant, oui. En fait, le droit romain, et le droit canon et le droit catholique, d'après lui, là, sur cette question du pardon, justement, en fait, elle accorde le pardon à une structure verticale, hiérarchique, qui est le droit de grâce. Enfin, en gros, c'est le souverain. Et donc, il y a un souverain des souverains, et derrière tous les souverains, il y a un souverain de tous les souverains qui est Dieu. Et tout le pardon descend de Dieu, mais passe par l'intermédiaire des souverains politiques, mais aussi, bien sûr, du pontife et des prêtres, qui sont le corps même de cette verticalité du pardon qui descend. Et donc là, il y a toute une conception du politique, du théologico-politique. Le pardon est contemporain de toute une conception du théologico-politique qui dure depuis 2 ou 3 millénaires et qui est derrière tous nos États. Nos États sont porteurs de cette construction théologico-politique. D'accord ? Il y a une géopolitique parce qu'il y a une théopolitique derrière qui est là. Donc, vous voyez, c'est assez intéressant, c'est assez important. C'est curieux, à propos de ce que tu dis sur la verticalité, j'ai découvert, c'est un rapprochement. Hier, en lisant un commentaire dans la Bible sur l'âne de l'ânesse de Balaam, oui. Il y avait une petite note disant que le sceptre était, alors je ne sais plus à quelle occasion le mot sceptre apparaît en hébreu dans le texte, enfin, le sceptre, c'était le bâton qui servait à frapper le manant, le sujet, quoi. Ah oui. Et du coup, c'est devenu un signe d'autorité. Tiens. Ouais. Tiens. Parce que moi... Donc du coup, ça rentre encore plus loin. Oui. Non, parce qu'il y a une autre interprétation de ce bâton. Quand on est en train de parler et qu'on commence à se disputer,
là, entre Biden et Trump, ça aurait été s'ils avaient eu un bâton et que on ne peut parler que quand on a le bâton, sinon on ne peut pas parler. On ne peut pas parler. Ils arrivent quand même à parler. Oui, oui, mais il garde le bâton, il tape l'autre. C'est souvent ça. Mais normalement, dans une vieille scénographie qu'on trouve dans l'Iliade, hein, pour regarder le cercle des chefs des guerriers, ils se communiquent, ils se passent le skeptron, qui est justement le bâton de parole, et la parole est au milieu, le bâton est au milieu, et on le prend, et donc les autres se taisent, et après on passe le bâton à quelqu'un d'autre. C'est un geste important aussi, quoi. Mais alors, voilà. Dans les livres d'Esther, si je me souviens bien, le roi tend le bâton à Esther, qui lui donne la possibilité d'exprimer. Ah, d'accord. Ben, je me souviens bien dans les livres d'Esther. Il y a ce geste aussi de. Et s'il n'avait pas tendu le bâton, elle n'avait pas la possibilité de parler. Enfin voilà, il y avait donc visiblement il y a une sorte de le bâton comme représentant du pouvoir de parler, qui était une sorte de rite politique, on va dire. Voilà, excusez-moi, je suis désolé parce que c'est pour ça que j'étais en retard en plus, c'est que j'ai cherché vite à faire imprimer ça à Soria, on n'y arrivait pas. Et du coup, je ne l'ai pas du tout annoté, donc j'ai pris ça un peu, repris ça un peu de loin. J'aurais dû, à ce moment-là, je vais vous envoyer tout ce document qui est un document sur les 4 auteurs qu'on vient de faire. Là. Les 3 auteurs, je veux dire. Yankelevitch, Levinas et Derrida. Philosophiquement, je pense qu'un des moments les plus profonds de cette première marche, on va dire, c'est le moment où Levinas dit on ne peut pas compenser. Rien ne peut compenser la douleur au moment où elle a été vécue. Il peut y avoir autre chose, mais c'est autre chose. Ça ne compense pas. Là, c'est une pensée, je pense, faut garder ça. C'est une des choses qu'il faut garder à l'esprit. C'est l'irréparable. Et donc, du coup, ça met bien le pardon à ce niveau, je dirais, de hauteur, où le place Lévinas, bien sûr, où le place Derrida. Vous avez des questions sur le texte que je vous ai donné, sinon? Vous voyez, quand on dit pour qu'il y ait pardon, ne faut-il pas au contraire pardonner et la faute du coupable en tant que tel, là où il demeure, irréversible, sans transformation, sans amélioration, sans repentir. J'ai mis dans la marge agapé. Agapé au sens où l'agapé étant lui-même, il faut ne pas fuir dans le temps, justement, ne pas penser à la compensation. Il y a pas l'agapé n'est pas une compensation. L'agapé est la réponse, pas la réponse, mais est à la hauteur de ce que je viens de dire de Lévinas. Il n'y a pas de compensation, il n'y a rien qui. La seule chose, quand il dit la seule chose qui arrive, c'est fou, mais c'est la seule chose qui arrive. Là, c'est pratiquement ce que dit Hannah Arendt. On va venir plus tard dans d'autres séances à Hannah Arendt. Hannah Arendt qui dit justement que le pardon est la seule réaction qui soit une action. Une action, c'est-à-dire une action qui n'est pas conditionnée. Les représailles, c'est prévisible. Le pardon, d'une certaine manière, rompt la fatalité de la causalité, et donc le pardon est libre. C'est une action libre parce que justement, elle n'est pas prévisible, elle n'est pas calculée.
Donc, vous voyez aussi toute la deuxième page, c'est contre l'idée de grande réconciliation, le pardon qui est la grande lessive dans laquelle on efface les dettes, on efface les crimes. C'est là qu'on est sur cette scène des politiques de la réconciliation, de refaire l'unité nationale. Et pour lui, c'est vraiment justement les gestes de Gaulle, de Mitterrand, c'était ça plutôt. Bien. C'est bon? On passe au chapitre suivant. Donc, le chapitre suivant, c'est Ricoeur. Hein, on a inversé, hein, vous vous rappelez Alors donc, les exposés, c'est vous, la prochaine fois, sur les frères Karamazov. Super. Très bien. C'est un monument, hein. Ah oui. Parce que je relis, je me rends compte, du coup, je relis. Et que... Ouais. Donc venez en ayant remobilisé tous vos souvenirs de Dostoïevski, parce que de tous les... mais on peut parler aussi j'évoquais Tolstoï, j'évoquais... Bon, il y a toute cette école russe là, qui est vraiment intéressante pour ça. Et puis dans le même chapitre, je parlais un petit peu de Bonhoeffer. Voilà. Alors, et donc, ce serait vous, Raphaël, pour la fois suivante, Oui, c'est ça? Austin, c'est ça que j'ai plus en présent à l'esprit mon plan, parce que comme j'ai tout oublié mon cours à la maison, j'ai pas le plan sur lequel j'avais noté les choses. C'est le pardon conditionnel en éthique. D'accord, on rentre dans le pardon conditionnel et on y rentre par Austin. Ouais. D'accord, très bien. Super. Alors, Ricoeur, Ricoeur, il a beaucoup travaillé la question du mal, donc forcément, il ne pouvait pas complètement négliger la question du pardon. C'était forcément une question importante pour lui, mais il y est rentré tardivement. Et lorsque je préparais le volume de la revue Autrement que je vous ai montré la dernière fois, donc en 90, 89, 90, 91, là, je suis allé lui demander s'il ferait un texte et il m'a dit non, mais c'est un sujet que j'ai jamais travaillé, que je travaille pas en ce moment. Et après, en fait, c'est pas vrai parce qu'en 92, mais je viens de découvrir ça l'an dernier seulement, qu'en 92, il avait fait un texte intitulé Quel ethos nouveau pour l'Europe, où il y avait au moins deux des trois parties qui portaient vraiment explicitement sur le pardon. Mais il avait oublié lui-même qu'il avait fait ça. Et c'est drôle parce que j'ai essayé de dire les mêmes choses par d'autres chemins. Mais alors, quand lui, il a en 2000, quand il fait la mémoire, l'histoire, l'oubli, son dernier gros livre, vous voyez, il y a les 50 pages à la fin qui portent en épilogue sur le thème du pardon. Le titre de la partie, c'est épilogue, c'est même presque 60 pages, intitulé Le pardon difficile. Donc là, c'est pour ça que j'ai fait le pardon impossible, Lévinas, Derrida, et maintenant le pardon difficile. C'est pour ça que j'ai intercalé cette section-là. Bon, pardon difficile, justement parce que Ricoeur a beaucoup travaillé le mal, et le fait que le mal n'est pour lui pas seulement le mal au sens... on peut le prendre dans plein de sens, le mal. Il y a le mal commis, le mal subi, le malheur, bon, le mal subi de la part d'un humain, bon, et puis le mal qui arrive, les maux naturels, bon, c'est compliqué parce qu'une famine, c'est quoi? Oui, il y a des mots complexes, on va dire. Bon. Et puis il y a aussi, je dirais, la distinction entre justement le mal individuel et puis la dimension collective, non seulement du mal subi, mais aussi du mal commis. Et en fait, il peut y avoir un mal dont personne n'est individuellement responsable, mais qui est collectivement, en quelque sorte, je dirais,
dont tout le monde est responsable parce qu'on n'a pas changé la structure, par exemple. On n'a pas changé la loi, on n'a pas changé l'économie, on n'a pas changé, on a laissé, etc. Et donc, Sartre a été d'autant plus attentif que, justement, toute la Seconde Guerre mondiale a été l'occasion pour lui de découvrir qu'il y a un mal politique, un mal totalitaire, un mal dans lequel la loi elle-même devient une loi mauvaise, une loi perverse. Bon. Et puis, donc, du coup, il peut l'étendre aussi à l'économie. Il peut y avoir une économie perverse, des structures économiques perverses. Et puis, il peut y avoir aussi un politique bon, qui est quand même pour ton bien, comme dit Romain XIII. Hein, bon. Et pareil pour l'économie. On pourrait avoir une économie positive, qui fait du bien, qui améliore, etc. Bon. Donc, il y a une dimension collective aussi du mal. Bon. Donc voilà, il a beaucoup travaillé ça. À la sortie de la guerre, il rend compte d'un livre de Karl Jaspers. Karl Jaspers est un philosophe existentialiste, un des héritiers, on va dire, de la philosophie de Kierkegaard, on va dire, voilà, ce qu'on appelait l'existentialisme chrétien. Il y a un existentialisme athée, comme vous le savez, avec Jean-Paul Sartre. Même si Sartre est le petit-neveu d'Albert Schweitzer, donc d'un pasteur quand même qui a joué un très grand rôle dans son éducation, en fait. Je pense qu'on ne comprend pas Sartre sans son protestantisme d'enfance, si je peux dire, ouais, qui est beaucoup plus important qu'on ne le croit. Si vous voulez, même l'idée de existence, c'est toujours il faut sortir. Il faut sortir d'eux. Et ce geste-là, c'est vraiment le cœur du protestantisme. Il faut toujours sortir. Il faut toujours. Je sais pas, il y a pas ici le petit logo de la sortie, vous voyez, et dedans, puis la flèche pour sortir. Existence, il faut toujours sortir. Je pense que ça, c'est vraiment un des schèmes au moins, pas de tout le protestantisme, mais une grande partie de l'histoire du protestantisme. La manière que Luther est sorti de l'Église, hein, Calvin est sorti. C'est pas juste on est jeté, c'est bon, d'accord, on sort, on sort et on est avec Dieu en dehors, pas dedans. Bon, pourquoi je parle de ça? Ah oui, Jaspers. Jaspers. Donc Jaspers écrit un livre très intéressant intitulé La culpabilité allemande. Jaspers a été un des maîtres de Hannah Arendt, hein, comme Heidegger. Mais justement, il est diagonalement opposé à Heidegger et ils se sont beaucoup affrontés hein, avant la guerre, et pendant et après. Et justement, Hannah Arendt a vu venir le coup dès pendant la guerre. Elle a dit attention, les Allemands sont en train, les nazis, le parti nazi, est en train d'organiser le noyage de poissons, si je peux dire, de la culpabilité, en disant c'est très 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 chrétien, on est tous coupables, tout le monde est coupable. Et donc comme ça, il y a plus de on va pas couper la tête à tout un peuple, si vous voulez. Donc, oui, bien sûr, ils vont recevoir beaucoup de bombes, mais en gros, voilà, tout le monde est coupable. Et donc, Hannah Arendt a dit, mais non, mais attendez, il va falloir quand même faire de la hiérarchie des culpabilités. Et c'est ce que fait un petit peu Karl Jaspers dans ce livre qui est intitulé La culpabilité allemande, parce que tout le monde parlait de la culpabilité allemande, tout le monde avait ce mot à la bouche, et c'était dangereux. C'était dangereux parce que du coup, ça noyait le poisson. Ça ne veut pas dire alors justement, et du coup, il fait cette distinction, il dit, il y a la culpabilité pénal, c'est en fait vraiment criminel, devant une cour de justice. Quelqu'un qui a laissé faire ou qui a fait des actes absolument criminels. Bon. Il y a la culpabilité morale. La culpabilité morale, c'est bon, ben, légalement, il n'y a rien à lui reprocher. Il a obéi à la loi. Mais moralement, il aurait pu protester et résister. Donc, il y a une culpabilité criminelle, là où on désobéit à des lois, parce qu'il y avait quand même des lois, et bon, il y a une culpabilité et des lois, du droit international, enfin, il y a du droit. Bon. Il y a une culpabilité morale, c'est une autre scène, mais ces deux culpabilités sont des culpabilités individuelles. Qu'elles soient pénales ou morales, c'est individuel. Mais il y a aussi une culpabilité politique, collective, d'avoir laissé un tel régime s'établir. Et ça, c'est pas moral, c'est vraiment de ne pas avoir fait les analyses, de ne pas s'être organisé pour résister à ce raz-de-marée populiste, démagogique, etc., etc. Ça, c'est une responsabilité politique.
Et puis il y a même une culpabilité, dit-il, métaphysique. C'est-à-dire que, en gros, là c'est devant Dieu, c'est en gros c'est devant, je sais pas quoi, c'est devant la vie, c'est les survivants. En gros, ces différentes culpabilités se font devant des instances différentes. La culpabilité criminelle, elle est devant un tribunal. La culpabilité morale, elle est devant un ami à qui on raconte, tu sais, vraiment j'ai merdé là, parce que on raconte quelque chose, on ne sait pas à qui le raconter parce qu'en fait en même temps c'est pas pénalement condamnable, bon, c'est l'ami. La culpabilité politique, c'est devant l'histoire. Il faut penser que la roue tourne, il ne faut pas penser que le régime dans lequel on est actuellement sera toujours le régime. Donc il faut avoir un jugement politique qui lève le nez, on dirait, de la situation de soumission actuelle devant l'histoire. Et la culpabilité métaphysique, je disais, c'est les survivants. Tous ceux qui vivent après des choses comme ça se sentent coupables. Ils portent une sorte de culpabilité d'être des survivants. Il y en a pour qui cette culpabilité est tellement insupportable qu'ils se sont suicidés. Surtout ceux qui avaient été proches des lieux du plus intense malheur, Auschwitz, etc., Primo Levi, etc. Voilà. Donc ça, c'est un livre très important que Ricoeur traduit et sur lequel il fait un article dès 46, 41, dès sa parution. Et voilà. Ensuite, Ricoeur, il a aussi travaillé, il a travaillé donc sur le thème de la culpabilité. Le premier grand livre sur la philosophie de la volonté, le dernier volume s'appelle Finitude et culpabilité. Bon. Mais après, il travaille aussi justement finitude, c'est-à-dire en fait, il n'y a pas que la culpabilité, il y a aussi la finitude, c'est-à-dire la fragilité, c'est-à-dire la vulnérabilité. Donc il y a l'homme capable et éventuellement coupable, et puis il y a aussi l'homme fragile, vulnérable, limité, fini. Ça, c'est quelque chose qu'il est allé, pour penser ça, il est allé prendre appui sur la lecture des tragiques grecs, beaucoup la lecture de la tragédie grecque, je vais y venir à la fin de ce parcours, mais aussi beaucoup de la psychanalyse de Freud. Parce que justement, ce qui est intéressant dans la psychanalyse de Freud, c'est le côté tragique. C'est en fait que l'humain est un peu une marionnette aussi de ses pulsions. Et voilà, il n'est pas le maître chez lui. Donc, Oedipe, il fait des choses, il ne sait pas qu'il les fait. C'est après coup qu'il comprend ce qu'il a fait. Donc, cette figure tragique-là, c'est une figure qui est très... Voilà, la psychanalyse aide à beaucoup... Il y a un mot qui vous manque? Oh, j'ai dit quelque chose que vous ne comprenez pas peut-être. Non, c'est bien. N'hésitez pas à interrompre, hein, tout le monde d'ailleurs. Donc, voilà. Alors, si je voulais vous lire un passage que je trouve important dans un petit livre intitulé Le mal. Il écrit tout mal commis par l'un et mal subi par l'autre. Faire le mal, c'est faire souffrir autrui. Oui, faire le mal, c'est pas faire souffrir la loi, c'est pas abstrait, c'est faire souffrir autrui. La violence ne cesse de refaire l'unité entre le mal moral et le mal physique, et la souffrance, on va dire. Entre le mal commis et le mal subi, on va dire. Dès lors, toute action, éthique ou politique, qui diminue la quantité de violence exercée par les hommes les uns contre les autres, diminue le taux de violence dans le monde. Donc voilà, en fait, il est en train de penser, c'est dans un chapitre où il dit, on ne peut pas vraiment penser jusqu'au bout le mal, c'est-à-dire le penser, le comprendre, l'expliquer, etc., mais on peut se battre contre lui. Donc on peut agir contre le mal. Et donc voilà. Et donc là, il est en train de montrer l'importance de l'action contre le mal pour diminuer le taux de violence au maximum. Que l'on soustrait la souffrance infligée aux hommes par les hommes, et on verra ce qui restera de souffrance dans le monde. À vrai dire, nous ne le savons pas, tant la violence imprègne la souffrance. En fait, oui, donc, ça veut dire qu'il y a un décalage entre le mal. C'est compliqué. D'un côté, il y a un décalage entre le mal commis et le mal subi. Donc, il y a plus de mal subi que de mal commis.
En fait, il y a un mal à l'état pur qui est là. Il y a du malheur, quoi. Il y a du malheur. Il y a la mort, il y a la maladie, il y a du malheur. Bon. Et puis, il y a le mal fait en plus, en quelque sorte, hein, le mal commis. Bon. Et d'ailleurs, le mal commis, en général, je fais le mal, je dirais même parfois par inadvertance. Hein, je roule dans ma voiture, je suis un distrait et paf, je renverse un piéton. J'ai pas voulu faire ce mal et ça a des conséquences incalculables sur la vie de la personne. Et, oui, il y a là, il y a des décalages dans tous les sens avec ces questions-là, dans tous les sens. Là, je prends exprès une figure, je dirais pas innocente, il faut pas être inattentif un instant, mais voilà, ça arrive et ça arrive souvent en fait. Bon, on a juste de la chance, beaucoup, le plus souvent. Bon. Il faut réaliser, bon, il y a ça. Mais justement, tout le travail, en gros, de la sagesse, c'est d'arriver à, comment dirais-je, à avoir agi contre le mal commis tellement qu'il ne reste plus que du mal subi à l'état pur, du mal absurde. C'est-à-dire porter la plainte, la plainte au sens même biblique, hein, de la lamentation, jusqu'au point où il n'y a plus aucune accusation dedans. Il n'y a plus d'accusation. Je crois que c'est ça la sagesse. Hein. C'est là-dessus que se termine pratiquement ce petit livre, Le Mal, que Ricoeur a fait. C'est une conférence qu'il a faite pratiquement au lendemain du suicide de son fils. Et donc c'est un texte très poignant, parce que voilà, on ne peut pas comprendre le malheur, on ne peut pas complètement agir contre le malheur. Ce qu'on peut, c'est le sentir, juste le sentir, et en fait même pas complètement, quoi. Bon. Donc il faut aller jusqu'à cette espèce de point où il n'y a plus que de la plainte à l'état pur, qui est déjà une sorte de prière, on va dire. Alors je dis ça parce que justement ça donne un petit peu quelques points de repère dans la philosophie de Ricoeur, l'homme capable, l'homme coupable, l'homme responsable, l'homme fragile, et puis le mal, agir et subir justement. L'homme capable, il agit, l'homme souffrant, c'est l'homme victime, vulnérable, vous voyez. Et donc les deux faces sont inséparables. On ne peut pas dire, personne ne peut dire moi je ne suis que victime, jamais, je suis coupable de rien, je suis innocent. Et on ne peut pas non plus mettre quelqu'un dans une situation où il n'est que coupable ou que responsable. Il y a un entre-là des deux. Bon, ça c'était une sorte de préparation. Le livre, moi je vais partir d'un texte, du dernier texte où Ricoeur parle beaucoup du pardon, donc celui dont je viens de parler, là, le pardon difficile, c'est 60 pages qui concluent en épilogue la mémoire, l'histoire, l'oubli. Et dans ce texte, parce qu'en fait, la question du livre, c'est la question, il y a deux questions. Il y a qu'est-ce que c'est que représenter le passé? Comment est-ce que nous pouvons nous représenter le passé? Qu'est-ce que c'est, je vais le dire philosophiquement, qu'est-ce que c'est que avoir été? À la limite, on pourrait dire que le passé n'a pas été. Chaque présent se refait son passé à volonté. C'est un peu le cas d'ailleurs, malheureusement. Aujourd'hui, on a des moyens pour se refaire un passé sur mesure qui sont tout à fait effrayants. Bon. Non, il y a des choses, c'est ça le problème de l'histoire, il y a des choses qui ont été, qu'on ne peut pas remodeler, qu'on ne peut pas réécrire. Ça a été. Alors, quel rapport avons-nous avec ce qui a été? Bon. C'est l'être sous la figure de l'avoir été. Bon. Et puis la deuxième question qui traverse tout ce livre, c'est qu'est-ce que c'est que la mémoire et l'oubli? Comment est-ce qu'on fait entre la mémoire et l'oubli? Tant au niveau du psychisme individuel qu'au niveau de la mémoire collective et de l'oubli collectif. Et donc, attention, éventuellement au niveau des politiques de la mémoire et de l'oubli. Parce qu'il y a des politiques de la mémoire et des politiques de l'oubli. Mais il y a aussi les politiques de la juste mémoire. Il y a de la politique. Il y a une manière d'organiser les archives. En venant en voiture, j'ai écouté une émission de France Culture qui parlait des archives russes. Ben, comment est-ce que nous organisons nos archives? C'est un geste politique, évidemment. Et qui est-ce qui y a accès, sous quelles conditions et à quoi, etc. Bon, ça, c'est très politique. Donc, voilà, qu'est-ce que nous faisons que faisons-nous du passé?
comment est-ce que nous organisons notre rapport au passé. Voilà, ça c'est le texte central du livre. Et puis ça se termine sur le pardon. Alors le pardon, il commence par une équation complètement asymétrique entre la profondeur du mal et la hauteur du pardon. Et là, on est vraiment, on commence, je dirais presque avec Derrida, quoi. Derrida qui a été l'élève de Ricoeur, qui a fait sa thèse avec Ricoeur, et qui était un proche de Ricoeur. Je me rappelle peu de mois avant la mort de Derrida, qui est mort d'un cancer. Ricoeur était pratiquement dans mes bras, en train de pleurer, en disant je ne supporterai pas qu'il me parte avant moi, qu'il meure avant moi, parce qu'il était beaucoup plus jeune, bien sûr. En effet, il est mort presque un an avant Ricoeur. Et en même temps, ils ont eu des moments de très forte opposition philosophique sur pas mal de thèmes, notamment le thème de la métaphore, etc. Mais bon, donc là, il part en fait, de la position de Derrida. Et alors là, moi, je n'étais pas du tout content, parce que moi, je travaillais, comme vous l'avez vu tout le temps, sur le pardon conditionnel, en disant il faut refaire redescendre le pardon de ces grandes hauteurs sublimes vers le pardon ordinaire et un peu éthique quand même. Il y a des conditions. Bon. C'était au moment de l'affaire Touvier où l'Église avait dit voilà, vous avez protégé Touvier, qui était un commissaire qui avait livré beaucoup de Juifs aux Allemands. Et donc on l'a retrouvé dans un monastère. Donc ça voulait dire que le monastère l'avait caché en disant ben, pour nous il est pardonné, quoi. J'avais fait un peu plus dans le monde en disant mais c'est pas possible, qui pardonne, dans quelles conditions? Ouais, c'était un peu révoltant, quoi. Voilà. Donc il commence comme ça. Et après, il embarque le pardon dans tous les circuits de la différenciation des responsabilités, comme on a vu avec Jaspers. Il reprend tout le circuit de Jaspers qu'il avait fait il y a 50 ans plus tôt. Vous voyez, c'est ça qui est touchant. Et puis, c'est là qu'il revient, et c'est là qu'il me laisse un petit peu la parole, si je peux dire, sur la restauration d'une réciprocité. Le pardon, c'est ce qui permet de rétablir une réciprocité, donc qui permet de rétablir un échange. Et là, on retrouve un certain nombre une dimension conditionnelle, on va dire, justement. Et donc, il y a une sorte d'équivoque dans ce livre entre est-ce que le pardon, c'est quelque chose qui descend verticalement de l'inconditionnel, on va dire, ou est-ce que c'est quelque chose qui organise différentes formes de responsabilité horizontale et vise une réciprocité. Donc horizontale, vous voyez, entre les. En gros, Ricoeur se débrouille avec cette question en disant il y a une conditionnalité de la demande de pardon et une inconditionnalité du pardon accordé. On fait un écart énorme entre le pardon demandé et le pardon accordé. Il faut pas mal de conditions pour demander le pardon, et il n'y a aucune condition pour accorder le pardon, pour le dire comme ça. Et puis un dernier point que je fais une sorte de présentation très très rapide de ce texte, après je vais venir creuser par derrière les différentes lignes qui amènent à ce texte pour Ricoeur, c'est l'idée que on est dans une eschatologie de la représentation du passé. Nous n'avons pas une représentation totale du passé. Cette représentation totale du passé, c'est au jugement dernier, ça ne nous appartient pas. Et donc, le pardon, s'il a un sens, s'il existe, je cite, Ricoeur, constitue l'horizon commun de la mémoire, de l'histoire et de l'oubli, mais toujours en retrait, l'horizon fuit la prise. Il rend le pardon difficile, ni facile, ni impossible. Il met le sceau de l'inachèvement sur l'entreprise entière. On ne pourra jamais terminer. Le pardon n'est pas le dernier mot. C'est justement l'acceptation que le dernier mot nous échappe. Il n'y a pas de. Le pardon est aussi une figure eschatologique, c'est-à-dire une figure de la limite de nos capacités. Bon, voilà, donc ça c'est ce qui apparaît tout à fait à la fin. Et d'ailleurs c'est amusant parce que c'est un texte qui est
c'est un épilogue, on ne sait pas si c'est un chapitre du livre ou si c'est une sorte d'appendice extérieur. On ne sait pas si c'est dehors ou dedans. Vous savez, c'est un petit peu la question qu'on peut se poser quand on voit, par exemple, que là, il n'y a pas beaucoup d'exemples autour de moi, mais quand vous prenez un tableau, une œuvre d'art, souvent il y a un cadre. Et parfois, c'est l'artiste lui-même qui a fait un cadre. Et la question, c'est de savoir est-ce que le cadre fait partie de l'ornement extérieur ou est-ce qu'il fait partie du tableau. C'est comme le petit liséré blanc qu'il y a autour de cette carte, mais autour d'une photo. Est-ce qu'il y a besoin d'un liséré blanc? Pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin d'un liséré blanc et pas juste la photo comme ça coupée juste au rade? Peut-être aussi justement pour créer un cadre. Il y a un cadre, il y a une séparation, il y a un retrait par rapport. Ce n'est pas une image dans le monde, c'est une image qui est séparée. Donc voilà, ça c'est une question. Et c'est presque une question philosophique qui a beaucoup intéressé Derrida d'ailleurs, dans ce qu'il appelle les paragas, les ornements. Est-ce que les ornements sont de l'œuvre ou est-ce que c'est juste des ornements extérieurs? On trouve ça par exemple dans une réflexion sur Kant, et notamment dans la religion dans les limites de la simple raison. Il y a 4 remarques qui terminent les 4 parties, et c'est des remarques sur des questions limites, les miracles, la foi, la prière, etc. Et on ne sait pas si c'est dedans ou dehors. La religion dans les limites de la simple raison. C'est des remarques qui sont dedans-dehors, on va dire. Mais bon. Donc voilà, je ne sais pas si cet épilogue, s'il est dedans ou s'il est dehors du livre. C'est une limite, il marque une limite. C'est pour ça qu'il y a une dimension, je disais à l'instant, eschatologique. Bon, alors voilà, donc je disais tout à l'heure, le pardon chez Ricoeur, ça arrive très tardivement, 2000, là en 2000, il a déjà, quel âge? Il a 87 ans, hein, c'est quand même, imaginez, 87 ans, fabriquer un bouquin comme ça. Et moi je peux vous dire que j'avais beaucoup travaillé sur le pardon dans tous les sens, le pardon dans l'histoire. Hein. Quand Ricoeur s'y est mis, en 6 mois, il avait rattrapé des années de travail que j'avais fait. Il avait tout lu. Et hop, il me devançait dans toutes les directions. C'était tout à fait impressionnant de le voir faire. Quoi. C'était bon, mais aussi parce que il venait de loin sur ce sujet. Il avait déjà, rappelez-vous Jaspers, oui, il a intégré ça, le mal, la vulnérabilité, etc. Théologiquement, il s'était aussi intéressé au thème de la rédemption, au thème du péché dans l'image de Dieu et l'épopée humaine. Vous connaissez ce texte? On l'a eu, on l'a dit. Je vous ai donné à tout le monde, les pauvres de vous et des autres. C'est un texte que j'ai fait lire à tout le monde. C'est un texte. Non, pas moi. Pas à vous. Mais il faut le lire. Oui. L'image de Dieu et l'épopée humaine. C'est dans l'Histoire et vérité. Et donc, c'est une conférence donnée à l'époque. Il est président du mouvement du christianisme social. C'est une assemblée de tous les mouvements protestants, de Fédération protestante d'enseignement, le mouvement Jeunes Femmes, qui est un mouvement féministe protestant très actif à l'époque, le christianisme social, et puis je sais pas quoi d'autre encore, peut-être les scouts, les éclaireurs unionistes. Ils sont je sais pas combien de centaines dans un grand truc au lycée de Versailles, je crois. Et il fait cette conférence et il dit, ben voilà, quand même, nous, protestants, on a quand même été très marqués par un certain augustinisme et un certain individualisme, ce qui fait que nous avons peu à peu réduit le péché, je dirais, à la faute d'un monsieur très singulier dans son jardin avec sa femme. Il est très beau cœur. Et pareil, la rédemption, nous l'avons réduite à être le recrutement d'élus, d'âmes solitaires, hors d'une masse perdue. Et il dit, mais quand on lit les pères grecs, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus ample. Le péché, c'est une déchéance qui traverse tout, qui traverse aussi des institutions. Vous voyez ce que je disais qui traverse même une dimension cosmique, si vous voulez. Et puis la rédemption, elle est aussi à l'œuvre à travers la vie, à travers le monde, la création, hein, et les institutions. Et donc c'est pas seulement. Donc voilà. Donc il fait ce travail c'est un texte vraiment important, je pense, qu'il appelle une théologie épique. Je pense que j'aurais pas lu ce texte quand j'avais 15-16 ans, je ne serais pas ici. C'est un texte qui m'a beaucoup influencé.
Donc voilà, thème de la rédemption, toutes les réflexions qu'il fait dans son chapitre sur la sagesse pratique, dans sa petite éthique, dans Soi-même comme un autre, il y a là des réflexions très fondamentales sur l'importance du compromis. Le fait que il y a des conflits qui sont des différends. C'est en fait, on ne parle pas de la même chose, on ne peut pas se comprendre, mais on ne sort pas du compromis par un accord, on ne sort pas du différent, je dirais, par un accord, mais on peut en sortir par un compromis. Un compromis, c'est une sorte d'arrangement qui n'est satisfaisant pour personne, c'est un truc boiteux, mais finalement qui permet de cohabiter. D'une certaine manière, le canon biblique est un compromis. On a mis ensemble des choses qui n'allaient pas forcément ensemble, mais d'accord, on les prend tous les deux ensemble. C'est ça un compromis. Donc il a beaucoup réfléchi sur le compromis et de manière c'était très fécond. Il y a eu beaucoup à l'époque, j'étais assez proche des cercles à l'EHESS qui travaillaient sur ces thèmes ricoeuriens du compromis, qui a à voir avec le pardon. Alors, si maintenant je vais essayer de vous présenter tout ça de manière un peu plus systématique, j'ai repéré, moi, trois grandes strates dans la réflexion de Ricoeur, que je vais vous présenter comme ça. Il faut peut-être faire une pause. Oh là là. Vous voulez, oui, peut-être on fait une pause. C'est utile, peut-être. Juste une pause de 3 minutes, juste on bouge un tout petit peu. Est-ce que j'arrête ça? Oui, mettre en pause. Cette conférence va maintenant être enregistrée. Oui. Donc, je disais, pour Ricoeur, finalement, après coup, tardivement, en découvrant des textes que j'avais jamais vus, etc., je me suis dit, il y a j'en étais resté à la dernière strate, celle qui est là-dedans, mais en fait, il y en a d'autres qui sont sous-jacentes. Donc, je vais faire de l'archéologie. Je vais partir de la dernière strate et puis après, je vais creuser pour voir ce qu'elle s'ouvre. Bon. Dans la dernière strate, c'est les années 90 et la fin des années 90 avec la mémoire, l'histoire, l'oubli. C'est le pardon et les partages de la mémoire et l'oubli, on va dire. Donc là, il est pris dans une problématique qui a une dimension aussi un peu politique, on va dire. Les politiques du pardon. Il est lié à la question de la juste mémoire, on va dire. Bon, c'est très vite dit. Hein. Bon. Une seconde strate, plus ancienne, qu'on va voir, c'est une strate qui se noue autour d'un livre intitulé Amour et justice, un tout petit livre que je vous recommande à tous, et puis Soi-même comme un autre, qui est vraiment son grand livre d'abord d'éthique, c'est là qu'il y a son éthique, sa petite éthique, Soi-même comme un autre, les études 7 à 9, et puis une réflexion générale sur les capacités, sur l'homme capable. Et là, on voit que on est surtout dans le différentiel amour-justice. Et on voit, je dirais, comment Ricoeur se méfie d'une conception dans laquelle on va trop vite vers l'amour, qui sont finalement une conception, c'est dangereux d'aller trop vite vers l'amour, de croire trop vite à la réconciliation et à croire qu'on arrive. Il y avait une phrase extraordinaire là. Non, je n'ai pas reprise ici, mais l'idée que jusqu'à la fin du monde, les deux pédagogies de l'amour et du magistrat coexisteront sans pouvoir se réconcilier. On peut pas, il n'y a pas de synthèse possible. Donc, il y a un différentiel entre amour et justice, mais en même temps, il y a un différentiel, mais il y a un travail mutuel. Et donc, l'amour travaille la justice. Et le pardon, c'est comment l'amour est une tête chercheuse d'une justice plus juste, à la fois plus singulière, plus singularisée, plus ajustée, on va dire à chaque cas, et aussi plus universelle, plus ample. Voilà, donc ça c'est une première strate, on va dire mémoire, oubli, juste mémoire, etc. Deuxième strate, amour, justice et singularisation du juste et cette chercheuse de la justice. Et puis une troisième strate, la plus ancienne, la plus archaïque, est une
part d'une déconstruction de l'idée de punition, du mal qui pourrait être une punition. C'est un très vieux thème chez Ricoeur, qui était non violent toute son adolescence et qui est resté quelque part. C'est la vieille veine protestataire non violente, on va dire, chez Ricoeur, qui estime que la punition est un scandale et que concevoir le mal comme une punition est un scandale. Et donc qui réfléchit sur la punition, sur la vengeance, sur le rapport entre le pardon et la vengeance, et très particulièrement sur la conversion dans le tragique des puissances de vengeance en puissance de pardon, des fureurs de la vengeance en puissance de la bienveillance, et comme on trouve dans le récit d'Échille, par exemple, mais qu'on trouve des équivalents dans le texte biblique. Donc là, à un moment, c'est une réflexion sur le tragique. Alors, je commence donc je parle du plus récent pour aller vers le plus ancien, on va dire le plus profond, le plus archaïque. Donc, au début de la mémoire l'histoire de l'oubli, Ricoeur dit « Je suis troublé par l'inquiétant spectacle que donne le trop de mémoire ici, le trop d'oubli ailleurs, pour ne rien dire de l'influence des commémorations et des abus de mémoire et d'oubli. L'idée d'une politique de la juste mémoire est un de mes thèmes civiques avoués. » Il cherche la question de la juste mémoire. Il y en a trop. D'un côté, il y a trop de mémoire, de l'autre côté, il y a trop peu de mémoire. Et c'est pas seulement qu'il y a des sociétés où il y a trop de mémoire et des sociétés où il n'y en a pas assez. C'est que dans les mêmes sociétés, il y a pas trop de mémoire sur certaines choses et pas assez sur d'autres. Et puis, au début, donc ça c'est au début du livre. Et à la fin du livre, donc, il rentre dans le thème du pardon difficile par la phrase suivante. Le pardon pose une question principiellement distincte de celle qui a motivé notre entreprise dans ce livre, donc, qui est celle de la représentation du passé. Donc, le pardon pose une question principiellement distincte. C'est d'une part l'énigme d'une faute qui paralyserait la puissance d'agir de cet homme capable que nous sommes. Donc, énigme d'une faute qui paralyse la puissance d'agir de l'homme capable. Nous sommes tous des capables et la faute, elle paralyse nos capacités. Et d'autre part, c'est en réplique celle de l'éventuelle levée de cette incapacité existentielle, et c'est cela que désigne le terme de pardon. Donc le pardon, c'est la levée d'une incapacité existentielle. Donc ça c'est très intéressant parce que ça veut dire que ce qu'il appelait, vous vous rappelez tout à l'heure, je parlais de la profondeur de la faute. Il commence par parler de la hauteur du pardon et la profondeur de la faute. La profondeur de la faute, quelle est-elle? Elle est due. Pourquoi est-ce que le mal est profond, comme dit Aragon? Pourquoi est-ce qu'il est profond? Parce que le sujet adhère au mal qu'il a commis et même au mal qu'il a subi. On finit par y adhérer. On se l'approprie, on le fait sien, on devient cela même. On ne peut plus s'en décoller. Comme si l'existence tout entière était devenue c'est ma faute, mais voilà, de manière revendiquée, on surajoute, si je peux dire, ou malheur. Et puis de l'autre côté, on a, face à ce malheur profond, on va dire, cette profondeur de la faute, on a un pardon qui, lui, est inconditionnel et qui est dans le genre de langage, est celui de l'amour, de la joie, de la folie, de l'hymne, de l'agapé, on va dire. Ça arrive, hein, voilà, c'est très déridien, c'est très agapéen, avec aussi l'idée de folie, il y a quelque chose de fou, d'anormal. Hein. J'ai mis une page 605, je ne vais pas m'arrêter cette fois parce que ça prendrait du temps, mais c'est vrai que ce thème de la folie est un thème important. Ah oui, il dit il y a le pardon comme il y a la joie, comme il y a la sagesse, la folie, l'amour. L'amour, précisément, le pardon est de la même famille. Comment ne pas évoquer l'hymne à l'amour proclamé par Paul dans la première épître aux Corinthiens, etc.
Voilà, donc ça c'est le langage du pardon inconditionnel. Bon. Et donc, il commence par ça. Puis après, il fait cette traversée des formes de culpabilité qu'on décrivait tout à l'heure, je ne vais pas les répéter. Et dans il propose 3 catégories, criminelle, politique et morale. Mais où est la culpabilité métaphysique? Ben, en fait, à la lecture, j'ai fini par me dire, il ne le dit pas. Mais j'ai compris qu'en fait, c'était ce qu'il avait dit au début. C'est la profondeur de la faute. Ce qui est métaphysique, la culpabilité métaphysique, c'est la capacité qu'a le sujet à ontologiser le mal, à identifier le mal à l'être, à ce qu'il est. Et donc, tout le sens du pardon, le pardon, il y a sûrement un pardon criminel, il y a un pardon en justice, il y a des types de pardons différents, un pardon moral, hein, mais le plus difficile, c'est le pardon métaphysique, c'est-à-dire le pardon qui va permettre de délier le sujet du mal, de ses actes et de ce qu'il a agi et subi. Parce que moi, je me posais la question suivante. Soi-même comme un autre, Ricoeur parle de capacité. L'homme peut parler, il peut agir, il peut raconter ce qu'il a fait ou ce qu'il a subi, c'est le récit, les capacités narratives, capacité de mémoire, capacité de récit, capacité de souvenir, capacité de promettre, il y a plein de capacités. Et où est la capacité de pardon? Il parle nulle part de la capacité de pardon. Là aussi, il y avait un absent. Et là, en relisant, je me dis, mais en fait, le pardon, ce n'est pas une capacité, c'est une restauration de la possibilité d'avoir des capacités. Sans le pardon, toutes mes capacités sont peu à peu paralysées. Je ne peux rien. Je suis comme un disque rayé, je répète, je ne peux rien faire. Et le pardon, ce n'est pas une capacité, c'est une restauration des capacités perdues. D'accord? Oui. Le travail préparait la vie pour comprendre le sens pour lequel séparer la vie et séparer, j'ai pas compris le. Séparer la vie, l'agir et l'agir. Comment séparer l'agir et le sujet? Oui, oui. C'est ça la question. Et ça a été très bien entendu par Alain Badiou, qui est un philosophe avec qui Ricoeur a été en débat à plusieurs reprises, et qui est parfois un philosophe extrêmement méchant. Il est très drôle, mais très méchant. Et qui, justement, à la sortie de ce livre, dans un débat au Collège international de philosophie, a dit à Ricoeur, en fait, ça c'est chrétien. Ça c'est chrétien. Croire qu'on peut séparer un sujet de ses actes, ça c'est chrétien. C'est ça. Là, il est là, votre christianisme. Là, on voit bien que vous êtes chrétien. Et Ricoeur a dit, ah oui, peut-être. Peut-être. J'ai bien aimé la réponse de Ricoeur. Ah oui, peut-être. Mais c'est une question. C'est vrai que c'est pas du tout, c'est pas évident parce qu'on peut le prendre comme ça, délier le sujet délié de ses actes. Qu'est-ce que c'est que peut-on délier un sujet de ses actes? C'est-à-dire quand on dit à quelqu'un, tu vaux mieux que tes actes. Je désapprouve tes actes, mais j'approuve ton existence. Disait Ricoeur, il disait venir vers son proche en manifestant, en n'oubliant jamais cette distinction. Je peux désapprouver tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait, ça, mais j'approuve ton existence. C'est ça, c'est cette attitude-là. Mais voilà, est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, quoi? On discutait tout le monde le sens qu'est l'évocation, le pardon de l'évocation des vous pouvez enlever votre masque.
Je vous donne l'autorisation d'enlever votre phrase. L'équation. L'équation. D'accord, d'accord. L'équation, alors c'est très curieux, même le mot était très drôle, parce que une équation, en principe, ça veut dire qu'il y a une équivalence. Oui, il y a une équivalence dans la disproportion. D'un côté, il y a du trop haut, et de l'autre côté, il y a du trop profond. Voilà, bon, donc il y a une équation. Mais c'est un paradoxe quand même de parler d'équation, parce que justement, quand on pense équation, on pense en régime d'équivalence, et donc en régime de réciprocité. Là, on est dans l'asymétrie absolue. Ouais. Dans toutes les questions à la fin, là, des questions des malheurs collectifs et des culpabilités collectives, etc., c'est un petit peu loin de nous, mais tout ce qui s'est passé en Corée par rapport au Japon, là, c'est un sujet très intéressant. Si jamais vous avez envie d'en parler, mais de parler de l'histoire, mais peut-être que c'est pas du tout intéressant pour vous, vous le connaissez trop, vous n'avez aucune envie d'en parler, mais dans l'histoire de la représentation du passé, mais aussi dans l'histoire des paroles qui libèrent le passé ou qui se permettent de se libérer du passé, c'est quelque chose de vraiment important. Donc, vous savez que ce que j'évoque ici, c'est le fait que des milliers de jeunes femmes coréennes ont été en quelque sorte asservies à l'armée d'occupation japonaise pour leurs besoins sexuels. Et donc, ça a été un truc très, très systématique, fait en masse, quoi, avec des conséquences gigantesques de toutes sortes. Derrida expliquait les taux différents de langage de pardon selon la Chine et Corée au Japon. Ça, c'est intéressant. Oui, oui. Mais Derrida ne l'explique pas non plus. Non. Les taux différents de sens de pardon français, mais pour lesquels aussi pas expliquer tout le langage. C'est un sujet très difficile. On peut également comprendre le sens pardon pour quelque chose. Mais c'est ça. Etc. Mais ton similaire de ton donné en anglais on pourrait comprendre quelque chose. Bon, c'est ça. Si jamais vous avez envie d'en parler, d'essayer de le formuler, ça, c'est précieux. Si jamais vous. Parce que c'est vrai que aussi le christianisme arrive avec des catégories qui sont très différentes et qui peuvent être très précieuses pour libérer certaines choses, mais qui peuvent aussi être très instrumentalisées pour, comme je disais tout à l'heure pour la culpabilité nazie, pour noyer le poisson. Le christianisme a une capacité de noyer le poisson aussi, si je peux dire, qui est tout à fait terrible. Enfin bon, c'est ça. Voilà. Alors, un endroit où Ricoeur fait, comme il a parfois des formules extraordinaires, parce que moi, je me rappelais, le livre que j'avais fait s'appelait rompre la dette et l'oubli. Et donc, j'insistais beaucoup sur cette dimension de rupture, cette dimension de déliaison. Mais pas seulement de déliaison par rapport à une dette, par rapport à une mémoire qui ressasse, ça c'est le côté deleuzien et nietzschéen, bon, mais aussi une dette par rapport à l'amnésie, à l'oubli, au silence, à la loi du silence, à l'omerta, on va dire. Bon, le pardon commence par une parole qui dit, justement, ça rompt le silence, ça rompt l'oubli, ça fait parler, ça amène à une scène qui est une scène intemporelle, qui n'est pas celle de la justice, où il y a des prescriptions, des amnisties, etc. Non, le pardon, il y a des choses qui sont amnistiées qui restent impardonnables. Il y a des crimes que les Français, l'armée d'occupation française a fait en Algérie, qui ont été prescrits, voilà, c'est fini, et ça, mais il n'empêche que ça reste impardonnable. Vous voyez, bon. Donc, et quelque part, c'est pas fini, justement. Les paroles n'ont pas vraiment eu lieu. Il y a un énorme déficit de paroles dans ce qui s'est passé en France. Ça va durer encore, hein, je pense, parce que justement, il y a très peu de. Et le côté algérien aussi, il y a une sorte de silence enfoncé dans une sorte de mémoire officielle qui. Bon.
Donc, voilà, donc j'insistais sur la rupture et sur la déliaison, qui est cette histoire de déliaison du sujet par rapport à ces actes-ci. Et je travaillais sur l'articulation à ce moment-là, pour mon habilitation à la direction de recherche, sur l'articulation entre le courage et le pardon, mais aussi, du coup, entre la promesse et le pardon. Et Hannah Arendt a écrit donc ce chapitre, la fin du chapitre sur l'action porte sur le promesse et le pardon, et donc voir pourquoi est-ce qu'il faut les penser ensemble. Alors, Arendt le présente face au temps, parce que d'un côté, on a affaire à l'imprévisible, et donc on a besoin de promesses pour tenir un peu pouvoir s'affronter à l'imprévisible. Et puis, de l'autre côté, il y a de l'irréparable, et on a besoin du pardon pour affronter l'irréparable. Mais en fait, on cherchait une sorte d'articulation entre les deux. Et Ricoeur, a trouvé cette formule tout à fait extraordinaire, c'est pour se délier, comment est-ce qu'il dit ça ? Je pourrais l'avoir ici, mais je ne l'ai pas. En gros, l'idée, je ne retrouve pas la formule exacte, mais l'idée que pour pouvoir se lier par la promesse, il faut pouvoir se délier par le pardon. Et donc, le pardon, contrairement à l'image que l'on en a, est une figure de la déliaison, une figure du détachement. Le pardon est un détachement et la promesse est un attachement. On s'attache, on se lie par la promesse, alors qu'on se délie par le pardon. Donc ça, c'est important par rapport à la pragmatique d'Austin aussi. En fait, c'est quoi les liens qui se font dans ces mots, les liens qui se font. Là aussi, les mots sont des liens. Our words are our bonds. Nos mots sont nos liens, dit Austin. Mais justement, là, c'est un mot qui est un déliaison, qui délie. Donc, voilà. Alors donc, dans tout ça, il y a beaucoup de choses autour de la mémoire et de l'oubli. Et donc, ce texte de 92 que j'évoquais tout à l'heure, quel ethos nouveau pour l'Europe, Ricoeur propose trois modèles en disant l'Europe a besoin de combiner l'identité et l'altérité. Vous direz toutes les sociétés ont besoin de ça. Hein. Bon, c'est très général. Bon. L'identité et l'altérité à de nombreux niveaux et je vais le présenter selon un ordre croissant de densité spirituelle. Premier niveau, le modèle de la traduction. C'est-à-dire l'Europe est plurilingue et donc notre modèle, je dirais, d'éthos, c'est le modèle de la traduction. C'est dans l'état d'esprit du traducteur qui essaie de comprendre, qui essaie de traduire, qui essaie de « Ah, mais alors, il faudrait plutôt le dire comme ça ». Donc, l'attitude de celui qui cherche à traduire, ça, c'est une attitude éthique, c'est une attitude qu'il appelle d'hospitalité langagière. C'est un geste d'hospitalité langagière. Donc, habiter chez l'autre, parler sa langue, recevoir l'autre chez soi et essayer de comprendre sa langue et de lui apprendre la nôtre, tenir compte de ses coutumes propres, de ses croyances, de ses convictions, sans croire trop vite qu'on a tout compris. Justement, l'éthique du traducteur, c'est celui qui sait qu'il y a un reste qu'il n'a pas compris. Et en même temps, c'est le désir de comprendre. C'est ni j'ai tout compris, donc l'autre, il n'y a plus aucune étrangeté, ni je peux rien comprendre, de toute façon, ils sont complètement fous, ces gens-là, on n'y comprend rien, ils sont horribles, ils sont nuls, etc. Mais bon, c'est quand même un petit peu le risque. C'est ça, le monolinguisme, c'est soit je comprends tout, mais du coup, je ramène tout à moi, soit je comprends rien et l'autre est un barbare. Donc, l'éthique de la traduction, c'est ça. Deuxièmement, second niveau, dit-il, le modèle de l'échange des mémoires. Notre identité est mêlée à celle des autres de façon à engendrer des histoires au second degré qui sont celles-mêmes des intersections entre histoires multiples parce que nous sommes empêtrés dans des histoires. Il y a une pluralité d'histoires et on ne peut pas revivre les événements qui sont arrivés aux autres. Je ne peux pas revivre les événements vécus par les Algériens, mais ce que je peux, en revanche, c'est parce que il y a un caractère insubstituable des expériences, donc on ne peut pas échanger nos mémoires, bon, mais on peut faire comment
comment est-ce qu'il dit ça? Faire place à plusieurs histoires portant sur le même passé, dans un effort de lecture plurielle, et ce qu'il appelle d'hospitalité narrative. Ça, c'est une très belle idée. Donc, hospitalité langagière, hospitalité narrative. Je dois, dans mon récit, être hospitalier aux autres récits. Mon récit n'est pas le seul récit. J'accepte dans mon récit de faire place au récit des autres. Et aussi, ça va encore plus loin, de discernement des possibilités enfouies dans le passé, c'est-à-dire des promesses non tenues du passé. Le passé aurait pu avoir d'autres avenirs. Et donc, en travaillant une histoire à plusieurs, une histoire capable de cette hospitalité narrative, du coup, on rouvre dans le passé d'autres avenirs du passé, qui peuvent devenir des présents aujourd'hui. On fait bifurquer le temps. Le passé aurait pu avoir d'autres avenirs. Ça, c'est des choses qu'il a beaucoup travaillé dans ces années autour de son gros livre Temps et récit. Oui. C'était l'histoire du musée à Montpellier, de Fèche. Ah oui? Ah, vous êtes au courant? Non, je ne suis pas au courant, non. Non, mais si, enfin, je ne sais pas être avec moi. Oui, dis, racontez. Ah, mais si, l'idée de Fèche, c'était de faire au musée Montmartre, là, le fameux musée d'art moderne, juste en face de la gare. Oui. Bâtiment s'appelait Emmanuel Robles. Et l'idée, je suis pourtant pas une Montpelliéraine de longue date. Bravo. C'était il y a 15 ans. Il voulait faire un musée de l'histoire de la France en Algérie. Ah, d'accord. Et après, Mandrou a supprimé ça. Et c'est devenu un énième musée d'art contemporain. Mais le fin fond de l'histoire, je ne sais pas pourquoi Mandrou a refusé cette. Enfin, a refusé, elle a bifurqué. Ah oui. Alors que pourtant, Fèche était assez. Non, je. J'aimerais bien savoir. Il faudra demander. Oui. Et puis le troisième niveau, c'est quoi? Eh ben, c'est le pardon. C'est le modèle du pardon, c'est-à-dire la révision mutuelle du passé et la mutuelle délivrance des blessures, mais aussi des promesses non tenues du passé. C'est comme ça qu'il décrit le pardon. En fait, réinterpréter ensemble le passé de manière à la fois à nous délivrer des fautes, des souffrances, des blessures, on va dire, enfin, les reconnaître et réouvrir dans le passé d'autres avenirs. Et après, il continue. Il est vrai que le pardon, dans son sens plénier, excède de loin les catégories politiques. Il appartient à un ordre, l'ordre de la charité, ordre au sens de Pascal. Il y a les trois ordres, l'ordre des corps, de la chair, l'ordre de la charité, du cœur et puis l'ordre de l'esprit. Donc, il appartient à l'ordre de la charité qui dépasse même l'ordre de la moralité. Le pardon relève d'une économie du don qui appartient plutôt à ce qu'on pourrait appeler la poétique de la vie morale. Le pardon, en fait, est une poétique. Le pardon a une puissance poétique qui brise l'irréversibilité du temps et qui lève, dit-il, la charge de culpabilité qui paralyse le rapport des hommes agissant et souffrant à leur propre histoire. Lever la charge, vous voyez, le sentiment qu'on est écrabouillé, on a été rendu impuissant. Nous sommes collectivement devenus impuissants parce que nous portons cette charge d'un passé qui ne passe pas, qui est rayé, etc. Donc le pardon a vraiment une dimension poétique, on pourrait pas dire aussi prophétique, de rouvrir le temps. Donc, attention, il dit, alors deux pièges sont à éviter sur ce chemin. Le premier serait de confondre le pardon et l'oubli. Or, bien au contraire, on ne peut pardonner que là où il n'y a pas d'oubli, là où la parole a été rendue aux humiliés. Briser la dette et l'oubli, dit le beau titre du livre évoqué plus haut. Bon, rien ne serait plus détestable que ce que Jan Kedevich appelait le pardon oublieux. Le second piège serait de prendre le pardon par son mauvais côté. Le premier rapport que l'on a au pardon, ce n'est pas l'exercice du pardon facilement exercé, ce qui ramène encore une fois à l'oubli, mais la pratique difficile de la demande du pardon. Vous voyez, là, il donne tout de suite toutes ces grandes idées qu'il va développer plus tard, parce que là, on est en 92. Donc, c'est pas le pardon facile, c'est le pardon difficile. C'est pas le pardon qu'on accordait facilement de haut, c'est le pardon demandé, c'est beaucoup plus difficile. C'est par là qu'il faut rentrer dans le pardon. Ça demande un cheminement difficile, c'est pourquoi il n'est parfois d'autre sagesse que d'attendre les temps meilleurs où la formulation des torts subis par l'offensé aura exercé son effet cathartique
et où l'offenseur sera allé jusqu'au bout de la compréhension du crime commis par lui. Donc, formulation des torts subis par l'offensé. Il faut que l'offensé accepte de formuler ce qu'il a subi. Il y a un travail de formulation par l'offensé, par la victime, et que ça ait été entendu, et que l'offenseur aille jusqu'au bout de comprendre l'irréparable qu'il a commis. Juste ça, et montrer qu'il l'a compris. Montrer qu'il voit qu'il peut essayer de réparer, mais qu'il voit que c'est pas réparable. Voilà, ça c'est des conditions pragmatiques, en fait. Là. Oui. Il peut y avoir une perversion, sinon absolument. C'est pour ça que j'ai donné comme titre les embarras du pardon, parce que chacune de ces conditions peut être pervertie et aucune n'est suffisante, jamais. On va en parler d'ailleurs avec Austin, c'est justement la dimension interlocutoire. Ça dépend aussi de ce que l'autre en fait, comment c'est reçu. C'est pas uniquement. Alors après, je vous évoque très rapidement quelques textes, on va s'arrêter bientôt. Il y a en 94 un texte sur la justice pénale intitulé « Sanctions, réhabilitation, pardon ». Le pardon est une sorte de guérison de la mémoire, l'achèvement de son deuil. Délivré du poids de la dette, la mémoire est libérée pour de grands projets. Le pardon donne un futur à la mémoire. Vous voyez, il a des formules comme ça. En 98, sur la crise de la conscience historique et l'Europe, là encore, il revient sur l'Europe, il oppose une mémoire répétition qui enferme les peuples dans le ressentiment et la haine, et une mémoire remémoration active, discriminante, interrogative, méditante. Là, on est très deleuzien, on est nietzschéen. Là. Il y a une mémoire antiquaire qui nous enfouit, puis une mémoire vivante. C'est un régime de mémoire capable d'être active et pas juste passive. Et de la même manière, il y a deux sortes d'oubli. Il y a un oubli de fuite et un oubli volontaire. Un oubli délibéré, on va dire. Et puis, il y a un texte que j'ai aussi découvert tout récemment qui s'appelle « Les difficultés du pardon ». Je l'ai mis à la bibliographie et j'ai mis que vous pouviez l'obtenir si l'un de vous avait voulu travailler dessus. C'est un texte de 99, une leçon donnée à l'Institut catholique de Toulouse, une leçon académique et d'ouverture, dans laquelle il dit un peu toutes les difficultés, les difficultés de la mémoire et de l'oubli, les difficultés de la culpabilité et de la mauvaise conscience, les difficultés de l'être en commun, des lésions du lien social et issues de la violence historique. Et puis en même temps, en face, il va dire non, voilà, il y a quand même de temps en temps, d'abord, des gestes de pardon dans la relation ami-ennemi. Il y a un travail par lequel la charité travaille la justice de l'intérieur pour l'améliorer. Il y a aussi la capacité à séparer le soi de la faute et la capacité de se délier du passé pour se lier à nouveau vers le futur dans la promesse. Et il y a finalement, et là il évoque à la fin le gai savoir de Nietzsche en parlant d'un pardon qui est un peu une folie, mais qui arrête de travailler, qui ne travaille plus. Et ça, c'est là-dessus qu'il va terminer l'année suivante la mémoire, l'histoire, l'oubli. Un pardon désœuvré, un pardon qui n'est plus du travail. Parce qu'on a beaucoup parlé du travail de deuil, travail de mémoire, travail de ceci, travail de cela. Et Ricoeur, à la fin, dit, il y a un moment, il faut arrêter de travailler. Il n'y a pas que le travail. Il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui... Voilà. Et donc, il termine en évoquant les listes des champs et les oiseaux du ciel de Kierkegaard. Voilà, ça c'était ma première strate. Alors, il est 11h59. Je ne vais pas faire les deux autres strates en une minute. Mais c'est pas grave, on a du temps parce que la prochaine fois, on va faire ce paquet sur oui. J'ai dit qu'il y avait 3 strates. Une strate, la plus récente, autour de mémoire, histoire, l'oubli. Voilà. Après, je voulais faire une strate autour de amour et justice et le pardon, tête chercheuse de la justice. Et puis la troisième strate, c'est vraiment autour du tragique. Et ça, c'est vraiment quelque chose.
c'est pour ça que je me suis dit, il faut prendre le temps sur Ricoeur parce que ça ouvre un peu ça ouvre autrement quelques-unes des avenues qu'on va travailler parce qu'il a lu Hegel, il a lu, enfin, tout ça. Donc c'est une sorte d'introduction en même temps à d'autres choses. Donc la troisième strate portera sur la conversion du tragique et le tragique comme travail de conversion. Du coup, tout ce qui concernait les modèles, les différents modèles traduction, ça c'était dans cette première strate. En fait, je l'ai mis là parce que c'était chronologiquement, ça appartenait à cette strate-là. C'est vrai que ça touche d'autres choses, mais c'est vrai que c'est quand même l'échange des mémoires, l'hospitalité narrative, l'hospitalité d'engagement. On est quand même un peu dans le même monde que Amour et justice, c'est une strate plus ancienne et qui vient du débat théologique sur la loi et l'évangile. Ce n'est qu'une transposition philosophique de la question théologique de la loi et de l'évangile. Amour et justice. C'est la reprise à un niveau philosophique de l'opposition entre la loi et l'évangile, pris, comme toujours chez Ricoeur, d'une manière beaucoup plus dialectique, en disant on ne peut pas les séparer comme ça, chacun d'eux peut devenir pervers lorsqu'il est tout seul. Ça, c'est une idée générale de la démarche de Ricoeur. N'importe quoi, quand il triomphe tout seul, devient fou, devient dangereux. Par exemple, justement, le travail. Il n'y a plus que du travail partout. Le travail chez Marx, chez Freud, il n'y a plus que le travail. Et il dit cette apothéose de la notion de travail, elle est effrayante, il faut trouver quelque chose d'autre. Alors il cherche la parole. Travail et parole. Donc ça, c'est un texte de 55 dans lequel il veut équilibrer le travail par la parole. Il n'y a pas que le travail dans la vie, il n'y a pas que la technique, il n'y a pas que le rapport, il y a la parole. Mais après, il y a aussi, au contraire, à l'époque structuraliste, il n'y a plus que du langage. On n'est que du langage. Mais il n'y a pas que le langage, il y a aussi. Donc, il va essayer de montrer comment le langage a affaire à une réalité. Et donc, il y a une dimension ontologique, comme il dit, une référence. Mais bon, ça, c'est son geste constant sur tous les sujets, et notamment donc, pour amour et justice. Voilà, le danger de ne penser que la justice. Mais non, l'amour vient faire quelque chose à la justice, mais ne penser que l'amour, important de venir le corriger par la justice. Ça va à peu près? Donc, justement, c'est ça qu'on va faire la prochaine fois au début, un peu rapidement, amour et justice. Et puis le tragique, je vais m'attarder sur le tragique, et on va y revenir plus loin. Donc, c'est aussi c'est vraiment un noyau très important de ce qui est devenu pour moi de plus en plus important, et qui est en lien un peu avec Hegel, parce que Hegel fait du pardon l'achèvement d'un cycle qui commence avec le tragique, avec Antigone et... Là, c'est pas tellement Oedipe, c'est plutôt Antigone et Créon. Ok, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Mettre en pause.